Et donc, on va reparler de ce qu'on a dit ce matin, on va aller dans la continuité. Et puis, si vous le souhaitez, on peut faire une petite méditation tranquillement pour se remettre dans le bain. Voilà, avec une posture appropriée, avec beaucoup de souplesse. Et puis, essayez simplement de vous poser en respirant tranquillement quelques instants pour commencer. Et donc, si vous voulez, quand on a parlé de la pratique en 7 branches ce matin, on va essayer de faire quelque chose d'assez similaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau englober tous les êtres sans exception de votre pratique. Ouais, chaque fois qu'on pratique, on essaie de se dire pourquoi est-ce que je vais pratiquer pour accomplir le bien de tous les êtres. Pour ce faire, je vais obtenir l'éveil. Donc c'est très important. Et de visualiser bien sûr la source de refuge, comme habituellement, dans l'espace en face de vous, à une distance d'une prosternation longue, comme si vous pouviez toucher le trône de la pointe des doigts, si vous faisiez une prosternation longue, et dans l'espace en face de vous, à hauteur de vos sourcils ou au-dessus de votre tête, en faisant dans la même direction que vous, quand vous voulez. Et puis, vous pouvez vous dire qu'il est très important de renverser la manœuvre par rapport à tout ce qu'on a effectué jusqu'à maintenant, depuis des temps sans commencement. On a agi de manière puérile, de manière très ordinaire. On a été très orgueilleux, on a été dans l'avarice, on a été dans le rejet du dharma, on a été dans les négativités, etc., etc. On a peut-être même nui au dharma, on a peut-être même nui à nos maîtres, etc. Donc, on va essayer de renverser la manœuvre grâce à cette pratique. Et donc, pour les prosternations, comme pour le reste d'ailleurs, dans les pratiques souvent similaires, vous pouvez visualiser que tout votre corps se démultiplie en un nombre égal aux renaissances que vous avez eues par le passé. Ça veut dire un nombre infini. Vous pouvez faire comme ça, vous démultipliez. Et visualisez que chacun de ces corps se démultiplie à son tour en nombre égal à celui des atomes qu'il y a dans cet univers. Donc un nombre infini. Et vous pouvez visualiser que tous les êtres autour de vous sont un nombre infini et leur corps aussi se démultiplie en nombre égal aux renaissances qu'ils ont eues par le passé. Et que chacun de ces corps se démultiplie en nombre égal à celui des atomes dans l'univers. Et que ça, ce n'est que dans cet univers, vous pouvez visualiser qu'il se passe exactement la même chose dans chaque univers qui se trouve dans chacun des atomes de cet univers. Et vous pouvez visualiser que ça se passe aussi dans un univers beaucoup plus vaste qui comprend autant d'atomes qu'il y a dans cet univers. Comme une fractale, en fait. C'est magnifique. Et non, bien sûr, dans chacun de ces univers, il y a des Bouddhas, des Bodhisattvas, notre maître racine. Il y a vous et tous vos corps et tous les êtres et tous leurs corps qui vont faire des prosternations. Non, vous pouvez visualiser que vous faites ces prosternations, des prosternations longues, par déférence, par admiration, par reconnaissance vis-à-vis de votre maître, vis-à-vis des trois joyaux, avec une grande sincérité. Vous pouvez même visualiser que vous chantez les louanges des trois joyaux, que vous récitez des mantras pendant que vous faites cela. Non, vous faites les prosternations du corps, de la parole et de l'esprit.
Et puis ensuite, vous pouvez garder cette multitude de corps, d'êtres, etc., qui vont maintenant faire des offrandes aux trois joyaux, à votre maître racine. Vous pouvez visualiser que de votre cœur jaillissent des rayons lumineux et qu'à l'extrémité de ces rayons lumineux se trouvent des déesses d'offrande, des déités d'offrande, qui peuvent aussi à leur tour envoyer des rayons lumineux, etc. Ça peut être aussi exponentiel, c'est comme vous voulez. Et là, vous pouvez offrir des, des vases en cristal qui contiennent une eau extrêmement pure. Donc ça, c'est de multiplier à l'infini aussi, dans toutes les directions. Et cette eau génère la félicité dans l'esprit des destinataires, donc des trois joyaux de votre maître racine. C'est ça le vrai sens de l'offrande, Sheva, c'est de générer la félicité dans le continuum des destinataires. Et à chaque fois que cette félicité vacuité est générée dans leur continuum, ces déités d'offrande se résorbent dans ces rayons lumineux qui vont se résorber dans votre cœur. Et puis ensuite, vous pouvez ouvrir des ablutions de l'eau pour se rafraîchir les pieds, le corps, etc. Vous pouvez visualiser des jacuzzis magnifiques, des lacs splendides, des lacs aux eaux très pures. Le fond de ces lacs n'est pas du sable ordinaire, c'est de la poudre d'or, de la poudre d'argent. Vous pouvez offrir des bains entiers faits de marbre, étincelants. Et nous, ce n'est pas bien sûr pour purifier le corps de nos maîtres, c'est pour purifier notre perception impure. Et ces bains, ces lacs aux eaux pures, etc., génèrent aussi la félicité dans leur continuum. Et viennent se résorber à chaque fois. Et puis des fleurs splendides, des fleurs qui réjouissent la vue, des fleurs magnifiques, des fleurs exotiques, en bouquet ou qui poussent au bord de ces lacs, des fleurs sur des arbres fleuris, aux senteurs magnifiques. Vous pouvez visualiser offrir des paradis entiers de fleurs. Et à chaque fois, générer la félicité dans le continuum du maître. Puis des encens, des volutes d'encens, des lumières splendides, des spectacles, des feux d'artifice, des arcs-en-ciel, des parfums les plus raffinés, des nourritures, des banquets entiers. L'espace est tout entier rempli de fruits, de momos, de pizzas, de tout ce que vous adorez. Un gâteau à la crème, etc., etc. Tout ce qui peut générer la félicité dans le continuum de maître. Et des sons mélodieux, splendides, tout, et solo guitare que vous adorez, toutes ces symphonies magnifiques qui élèvent l'esprit, qui génèrent la félicité. Tout est offert sans aucun sentiment de retenue, avec une ouverture totale, avec une sensation que les destinataires, l'offrande elle-même, ce qui est offert, tout cela est totalement interdépendant, tout cela est totalement insubstantiel. Et puis, le cœur de la pratique, pour ce qui nous concerne ici,
Les quatre forces d'opposition, regretter d'abord sincèrement tous les actes négatifs que nous avons accumulés par le passé au cours de cette existence. D'abord, tous nos actes malheureux, maladroits, associés à la confusion, à la colère, à l'orgueil, à la jalousie, à l'attachement obsessionnel, à la paresse, etc. Tous ces actes physiques, verbaux, mentaux, qui ne sont que source de souffrance pour nous et les autres. Et puis, dans les existences à venir, les existences passées, tout ce qu'on a accumulé de négatif, tous les actes extrêmement horribles, les inégativités et tout le reste. On peut le reconnaître sincèrement, se dire que statistiquement, la somme de ces négativités peut être extrêmement lourde. Et on peut s'en éloigner, se dire cela ne me correspond pas, je le regrette sincèrement. Et on peut se promettre à soi-même de faire de son mieux pour améliorer les choses à l'avenir, pour ne plus se laisser aller à la confusion, à l'attachement, à la colère, etc. Et aux actes qui sont sous-tendus par ces afflictions. Et ensuite, on peut penser à la réjouissance, tout ce qu'on a fait de bien aussi. On a essayé de tenir nos engagements quand on a apprendre quelque chose, on a essayé d'être utile aux autres, on a essayé d'avoir des actes éthiques, de s'abstenir de tuer, voler, mentir, autant que nous le pouvions. Et donc, on peut se réjouir de ça. Non seulement au cours de cette existence, mais au cours des existences passées aussi, toutes ces racines de vertu qui ont produit ces précieuses existences humaines, etc. On peut se réjouir sincèrement. On peut se réjouir d'avoir été généreux par rapport aux autres, en donnant du temps, de l'écoute, des possessions, de la nourriture, etc. Se réjouir sincèrement des retraites qu'on a effectuées, du temps qu'on passe pour essayer de transformer son esprit dans l'étude, la réflexion, la méditation. Se réjouir d'avoir pris des vœux de libération individuelle, des vœux de bodhisattva ou des vœux tantriques, de faire de son mieux pour se tenir ses engagements. Et vous pouvez appliquer cela à tous les êtres qui font exactement la même chose, ou qui ont fait exactement la même chose. Des actes de générosité, des actes éthiques,
C'est juste merveilleux, vous pouvez vous réjouir de cela. Cela génère spontanément le bien-être. C'est du bonheur gratuit, immédiat. Vous réjouir de toutes les activités prosociales des êtres dans leur profession, d'aider les autres à s'éduquer, à se soigner, à faire attention à eux. Et puis vous réjouir de toutes les activités bienfaisantes des Bouddhas, des Bodhisattvas, de tous les Aryas, leur réalisation directe de la vacuité, leur renoncement, leur bodhicitta, leurs activités éveillées, c'est juste magnifique. Et puis ensuite, on peut passer sur l'autre aspect de la pratique en sept branches. On peut supplier tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas d'enseigner, de nous aider à comprendre notre esprit, de nous aider à parcourir la voie vers la libération et l'éveil. Je visualisez que vous offrez des nuées entières de roues à 1000 rayons, des roues dorées, argentées, ornées de pierres précieuses. Et visualisez que les Bouddhas et les Bodhisattvas acceptent joyeusement. Et puis aussi pour contrecarrer le fait d'avoir nuit au corps des Bouddhas, des Bodhisattvas ou de nos maîtres, nous pouvons leur supplier de rester parmi nous le plus longtemps possible pour nous servir d'exemple, pour nous aider, nous réconforter, nous conseiller. Vous pouvez visualiser des doubles jhas, un nombre inconcevable aussi, que vous offrez pour symboliser la stabilité. Et cette double vajra qui se résorbe dans celui qui se trouve dessiné sur le trône de nos maîtres. Et que nos maîtres acceptent joyeusement de rester parmi nous. Et puis la dédicace, tous les mérites que nous avons pu accumuler, qui sont immenses, qui sont un nombre infini, puisque nous avons pensé à un nombre infini d'êtres, nous pouvons les dédier à tous les objectifs vertueux, auspicieux, bénéfiques pour nous et les autres, toutes les personnes qui sont défuntes, toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui ont besoin d'aide, besoin d'écoute, besoin de sécurité, besoin de longévité, besoin d'éthique, de patience, de générosité, besoin d'une précieuse existence humaine, besoin de grandir, de parcourir les voies jusqu'à l'éveil.
Et voilà, qui réjouit sincèrement l'esprit de notre Maître. Il fond en lumière, une lumière de félicité, vacuité splendide, qui vient bénir, stabiliser, renforcer nos attitudes extrêmement saines, à nous et à tous les êtres, et vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Voilà, c'est à peu près ce type de visualisation qu'on peut faire pour cette pratique en 7 branches. Bien sûr, vous pouvez insister sur certains points plutôt que sur certains autres en fonction des besoins, en fonction des périodes, etc. Mais donc, c'est important, bien sûr, à chaque fois de concevoir l'absence d'existence inhérente de ces 3 sphères, du maître ou des êtres, de ceux qu'on envoie, ce qu'on fait, etc. Tout ça est vide d'existence inhérente, tout ça est interdépendant. Ok, donc ce matin, de quoi est-ce qu'on a parlé? Des problèmes, du karma, exactement. Quoi d'autre? Des perturbations, des afflictions, exactement. Très bien. Des différents points du lambrim, les 3 attitudes, etc. Donc, on a surtout évoqué les 2 premières. On dit qu'en effet, il y a des bienfaits aux problèmes, comme le Bodhisattva Shantideva l'indique. Ça permet de rabaisser notre orgueil, ça permet de euh, nous aider à nous désenchanter par rapport au samsara, donc à renoncer à la souffrance pour toujours. Ça nous aide à nous tourner vers la vertu, vers l'éthique, et à nous éloigner de la non-vertu, tout simplement, parce qu'on essaie d'avoir une attitude de discernement. Ouais, il faut être réaliste, dans la tradition bouddhiste en particulier. Essayer de comprendre quelles sont les causes de tel ou tel objet. On retrouve ça dans le fondement de l'enseignement du Bouddha, les 4 nobles vérités. Les souffrances et leurs causes, les vraies cessations, donc la libération et cause de tout cela. Donc à chaque fois, c'est causal, c'est savoir qu'est-ce qui cause la souffrance, qu'est-ce qui cause le bonheur, et donc faire la part des choses par rapport à tout ça. Et en particulier, on a dit en effet, l'éthique, c'est une cause de bonheur en particulier. Ouais. C'est ce qui nous permet de nous protéger. C'est la véritable protection. Ouais, ce que dit Vénérable Geshe Gansen Ananda, il dit il y a des gens qui font n'importe quoi toute la journée et le soir font des offrandes aux protecteurs pour leur demander d'être protégés des souffrances. Il dit c'est complètement ridicule. La meilleure des protections, c'est de faire attention à nos actes, à nos attitudes, etc. C'est ça la meilleure des protections. Ouais. Ok, très bien. Et donc, on a dit, pour échapper déjà aux souffrances très grossières des renaissances inférieures, c'est très important d'avoir une vie éthique. Ouais, quelle que soit notre situation, on peut toujours être éthique, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense. Et ça permet certainement de mettre de côté certaines graines, les graines qui nous feraient renaître dans les mondes inférieurs. Ouais. Et ensuite, on a dit, OK, échapper à toutes les souffrances, ça veut dire même les renaissances supérieures, donc ça veut dire échapper au samsara. Et le samsara, c'est tout ce qui relève de la contamination. Et on a dit, les contaminations en particulier, ce sont nos afflictions, nos états d'esprit malsains. Et on a dit qu'il y avait 3 causes qui pouvaient les générer, en particulier 3 causes, qui étaient l'objet, une attention inappropriée et les graines. Exactement. Ouais. On a dit qu'on ne pouvait pas faire grand-chose par rapport aux graines, tant qu'on n'a pas une réalisation directe de la vérité. Et pour les objets, c'est pareil. On peut même s'éloigner de certains objets, mais on peut les envisager dans notre conscience. Donc, malgré tout, ils peuvent toujours être là. Mais l'attention inappropriée, ça, on peut tout changer. On peut tout changer grâce à ça. Donc, on peut vraiment remplacer ça par une attention appropriée. Oui. Oui.
Être sûr qu'on ne passe pas de l'autre côté Du de la miroir. force. Oui. Alors, il peut y avoir certains types d'attachements qui sont utiles au début de la voie. Ouais, d'avoir certains attachements, être attaché à soi-même, et donc se dire, ah ben non, si je m'aime bien, je veux me préserver des souffrances. Et donc, c'est déjà utile pour se dire, je dois m'abstenir de négativité pour éviter d'avoir à renaître dans les mondes inférieurs. Et ça peut être associé à l'attachement, en effet. On peut avoir un certain attachement même pour l'éthique, ça peut arriver aussi. On peut être attaché même à ses vœux, on peut être attaché à ses robes monastiques on peut être attaché à plein de choses. Mais au début, c'est un attachement blanc, c'est un attachement qui est encouragé d'une certaine manière jusqu'à ce que cet attachement soit dépassé. Mais au début, c'est vrai que on peut même être attaché à son maître, on peut être attaché à sa tradition, etc., etc. Donc, au début, ça a une certaine utilité, d'autant qu'on est presque obligé de commencer comme ça, d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'on se départisse de cet attachement en se disant ça n'a pas d'existence inhérente, etc. Et à ce moment-là, c'est mieux. Si cet attachement ne vire pas jusqu'au sectarisme, par exemple, parce que parfois on est tellement attaché à notre religion, on dit, ah, les autres, etc., ou les autres traditions, etc. Dans ce cas-là, on fait beaucoup de mal au dharma, par exemple. Ouais, quand on a dit tout à l'heure, on essaye de réparer nos actes nuisibles vis-à-vis du dharma. Le fait d'être sectaire, c'est une façon de nuire au dharma, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pourquoi il ne faut pas que ça aille jusqu'à l'aversion de ce qui n'est pas à nous, etc. Mais si ça nous est utile d'une certaine manière, pourquoi pas? Oui, Attachement. oui, C'est sur un mot attachement et je pense que ça veut dire ça peut arriver parfois. qu'est-ce que qu'est-ce que je dis? Enfin, j'ai rien dit, quoi, mais je l'ai vu comme ça. Je dis, Oui, mon gars, quoi. ça peut, ça peut arriver. Alors, il n'y a pas de quoi. Enfin, là, il est vraiment sorti. Et là, je me sentais complètement démunie, quoi, par rapport à ce comportement-là, quoi. Parce Exactement. qu'en fait, mais par rapport à moi-même, je peux peut-être, donc je dis que tant que c'est utile, c'est ça le focus que je peux peut-être. Oui. C'est toujours voir la balance pour et contre. S'il y a un petit peu plus pour le pour, autant aller vers là. Même si idéalement c'est qu'il n'y ait plus du tout d'attachement. Mais surtout pour l'école philosophique la plus aboutie du bouddhisme, ils diront dès l'instant où on a une saisie d'existence inhérente, il y a beaucoup de chances que ça arrive, qu'on saisisse l'existence inhérente, il y aura un attachement très subtil qui reste une affliction, ça reste pas une affliction manifeste, ça reste quand même quelque chose de... Mais on peut vraiment être attaché aux retraites qu'on a faites, on peut être attaché à plein de choses. Et dès l'instant où ça ne vire pas jusqu'à l'orgueil, dans ce cas-là, ça peut encore être utile. Mais ça peut vraiment glisser rapidement, il faut vraiment faire attention. Donc oui, c'est vrai que cette notion de l'attachement, ouais, ouais, elle est, par exemple, être attaché à ses bouquins, etc. Et ça peut engendrer de la souffrance aussi. Si on perd tous ses bouquins dans un incendie ou je ne sais quoi, ça peut être horrible. Exactement. Oui, ouais, exactement. Donc, en effet, l'attachement ou l'ego, etc., ça peut être sournois, ça peut se mêler un petit peu partout, ça peut contaminer un petit peu toute chose. Donc, c'est à nous de faire attention, de voir jusqu'où c'est encore limite, jusqu'où ça va encore, et jusqu'où il faut vraiment traiter le problème. Oui, d'une certaine manière. Oui, oui. Par exemple, dans les attitudes de l'Amrim, au tout début, c'est être attaché à renaître dans les mondes supérieurs. Donc, malgré tout, ça nous sauve parce que on ne va pas renaître dans les mondes inférieurs. Donc, on va tout faire pour éviter les actes négatifs et se dire, il faut à tout prix que je renaisse dans les mondes supérieurs parce que je suis attaché à ce qui va c'est ce qui va se passer pour moi à l'avenir. Et donc, c'est utile. Et même les personnes qui vont dire, ah non, moi, je n'aurai plus de renaissance dans le samsara, ceux qui sont dans la deuxième attitude, ceux qui cultivent le vrai renoncement, c'est aussi une forme d'attachement à son propre but, d'une certaine manière. Une question est-ce qu'on peut être dépendant de soi-même? Dépendant de soi-même, de quelle manière? C'est pas une question qui me vient.
Ouais. Comme on était comme dans une voie, comme Ah, ok. est-ce qu'on peut dépendre de soi-même? Oui, on peut être addict par rapport à soi-même. Il suffit de regarder les infos. Si tu regardes les infos en ce moment, ou dans le miroir. Pour moi, les infos, ça peut être un miroir aussi, en effet. Et en effet, tu peux regarder, tu peux prendre exemple sur ce qui se passe autour de toi ou en toi. Ça dépend. Des fois, on voit mieux les choses à l'extérieur. Et des fois, on voit mieux les choses à l'intérieur. Ça dépend des moments, ça dépend des gens, ça dépend des périodes. Mais ce qui compte, c'est d'en retirer une leçon, de voir que oui, en effet, il y a des gens qui parlent beaucoup d'eux. Tu n'as pas vu des gens parfois sur Internet ou ailleurs, ils disent moi, à tout bout de champ, etc., qui sont obsédés par eux-mêmes, qui n'arrivent pas à écouter activement les autres parce qu'ils sont que dans leur truc à eux. Ça se voit, non, des fois, non? On voit un petit peu dans la façon dont les gens se comportent, non? Et peut-être que ça, un petit peu, un petit peu, ça dépend quel discours tu entends à la télé. Mais c'est vrai que parfois, enfin bon, on a parlé de Trump ce matin, mais si tu regardes un discours de Trump, tu vois à quel point il est totalement, tout tourne autour de lui, non? Ça se ressent dans le champ sémantique, etc., non? Ouais. Brice de Nice. Ouais. Et peut-être que lui aussi était comme ça, ouais. Il cassait les autres. Ah, C'est bien parler de dire, moi, je me dis, ah, 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 mais en fait, je ne pas de moi. Comment un peu de qu'est-ce que vous pensez de moi? exactement. C'est pas mal ça, ouais. C'est pas mal ça. Ouais, il y avait un épisode dans Scène de ménage il y a longtemps aussi où c'était chez les Poussins. Et lui, à chaque fois, il demandait, mais est-ce que vous avez parlé de moi? Est-ce que vous avez parlé de moi? Ouais, c'est un petit peu. Ouais, il peut y avoir ça parfois, non? Donc, en effet, on peut se rendre compte de ça, même si c'est une blague, même si c'est un sketch, etc., ça peut nous rappeler des choses. Ouais. Ok, donc en effet, il y a des types d'attachements qui peuvent parfois être utiles, mais qu'on doit dépasser d'une certaine manière parce que c'est toujours associé à une forme de crispation intérieure par rapport à la saisie du soi. Ouais, ouais, ça va? Ouais, oui. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que le fait de ne pas s'attacher, donc c'est flexible, mais après les garçons, c'est comme la récité. En fait, il y a deux garçons dans une chose, c'est-à-dire que enfin, ta tête a évolué, mais comme tu évolues à un moment donné beaucoup, tu vas aller de l'autre côté de la facette et tu vas te rendre compte que tu n'as plus d'attachement. Enfin, c'est vide, tout ça c'est vide de sens en fait. Tu fais ça pour beaucoup. Oui, oui, oui. Pas C'est là où c'est dépassé. Ouais. C'est là où il y a un seuil où l'attachement est dépassé. C'est-à-dire qu'au début, c'est utile parce qu'on se dit, ah oui, il faut à tout prix que j'échappe aux renaissances inférieures, etc. Puis après, si on essaie de grandir notre attitude en pensant à tous les êtres, on va se dire, bah, faut surtout pas que je renaisse dans les mondes inférieurs, comment je pourrais les aider? Oui, oui, exactement. sans. Ouais, exactement. Ça veut dire que c'est un petit peu comme oui, une, un- une, une ceinture de sécurité, c'est un petit peu comme ça, quoi. Ça nous empêche d'avoir un accident, mais en effet, ça doit être dépassé. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il ne doit plus. Oui, un petit peu, voilà, je pense peut-être aux roulettes quand on fait du vélo. Au début, on a les roulettes, etc. Et après, on maîtrise tellement bien le vélo qu'on n'a plus besoin des roulettes. C'est un petit peu ça. Oui, exactement. Ou l'image du radeau. Oui, exactement. C'est le même principe. On doit passer ça, ce stade. Exactement. C'est le même principe. Donc, il y a plein d'exemples. En effet, le radeau, c'est plus parlant que les roulettes, peut-être, je sais pas, ça dépend. Ça dépend qui. Exactement.
Bon, désolé si vous ne suivez pas tout ce qui se passe à la salle, mais c'est très drôle. Donc, en effet, on essaie de faire avec ce qu'on peut. C'est pareil avec l'amour bienveillant. Il y avait Nagashi Dandul qui dit ça aussi, qui dit au début, on n'a pas le choix, on est altruiste tout en étant attaché. On est altruiste vis-à-vis de nos proches. C'est la réalité de tout le monde. On est altruiste, oui, l'être humain est altruiste, mais si on commence à chicaner quelqu'un, il ne va pas nécessairement être altruiste vis-à-vis de nous. Par rapport à un proche, oui, c'est plus facile parce que l'attachement et l'altruisme sont intimement mêlés. Donc, on commence tous avec ça. Et après, on essaie de se diriger vers les personnes vers lesquelles on a un type d'attachement ou un autre, par rapport à quels sont les bienfaits qu'on reçoit de ces personnes. Et progressivement, on essaie d'aller vers un altruisme de plus en plus pur qui se départit totalement de l'attachement. Mais on démarre tous avec ça. C'est ça qui est intéressant. Après, c'est de séparer les deux. Ouais, Alors, le vrai altruisme, il n'y a rien à voir. Il ne doit pas être attaché. exactement. Si on comprend bien ce que veut dire l'attachement, parce qu'en Occident, quand on dit l'attachement, oui, c'est un non, oui, 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 exactement. Oui, tout à fait. Oui, on dit. Vous avez parlé de débat pendant que je suis monté faire la sieste, non? Ok. L'attachement et l'altruisme, c'est contradictoire. On va dire oui, c'est contradictoire, mais ça peut être mêlé dans le même esprit. On peut avoir. Oui, et en effet, ça veut dire que au début, on fonctionne tous comme ça. On essaie d'être altruiste, mais on l'est vis-à-vis de nos potes, de nos proches, des membres de la famille, etc. Et notre boulot, si on veut avoir une vie spirituelle, c'est de cultiver l'altruisme et de réduire l'attachement, puisque l'altruisme, il ne fait du mal à personne. L'attachement nous fait du mal à nous et aux autres. C'est là où on peut voir qu'il y a une différence immense, où ils sont en effet contradictoires. Justement, l'attachement n'existe pas. Alors on pourrait dire si c'est un altruisme pur, on pourrait dire d'une certaine manière, un altruisme totalement. Ouais, il peut y avoir les petites roulettes. Les deux ou les trois. Ouais, il y a toujours un. On pourrait pas dire, par exemple, que quand quelqu'un nous aide, nos parents nous aident quand on est gamin, on a besoin d'eux, sinon on ne survivrait pas, etc. On ne pourrait pas dire qu'ils ne soient pas altruistes. Ils sont altruistes, ils ont de l'altruisme pour nous, ils ont de l'amour. Et il est limité d'une certaine manière. Il est limité par cet attachement. Parce que l'attachement nous rend partiaux. Alors que si on n'est plus attaché, l'altruisme il s'écoule vers n'importe quel être, naturellement. L'attachement pour nos ennemis, on aurait plutôt de l'aversion pour nos ennemis. Oui. Alors pour les ennemis, oui, en effet, on ne peut pas avoir de l'attachement, mais on peut cesser de les voir comme des ennemis, en effet. Dans ce cas-là, si on essaie vraiment d'être altruiste et attentif à ce qui se passe en eux, il se passe exactement en eux ce qui se passe en nous. Finalement, on est tous fabriqués pareil, hein. Les soi-disant ennemis et nous, en effet, on est tous pareils. Donc si on comprend ça, on se dit finalement, il y a vraiment d'ennemis à l'extérieur. Les vrais ennemis sont toujours les afflictions. Si on comprend ça, on se dit, bah, ils sont autant bouffés par leurs afflictions que nous, finalement. Quelle est la différence? Quand moi je suis dans la colère ou quelqu'un est dans la colère, quelle est la différence? Moi, oui, souvent on se dit que nous, on a raison d'être en colère et que l'autre se laisse aller et ne devrait pas l'être, etc. Mais en réalité, on est tous fabriqués pareil, c'est vrai, hein. Valérie, tu voulais dire quelque chose, non? Oui, bah, en fait, c'est l'altruisme et l'équanimité. Ah oui, oui, alors, Ah, tu vois vaguement, mais pas très bien fait. oui, l'altruisme, c'est être tourné vers l'autre, hein, c'est vraiment la racine latine, c'est l'autre. Et donc, en effet, c'est un état d'esprit qui est tourné vers l'autre. Ensuite, le fait d'être tourné vers l'autre, on pourrait être tourné vers certains et pas vers d'autres. Ah non, dans ce cas-là, on est partial.
Notre attitude est partiale. Alors que l'équanimité, moi, personnellement, je préfère employer le terme d'impartialité, parce que pour moi, c'est plus parlant. Mais après, si on comprend ce que veut dire équanimité, ça joue aussi. Ça veut dire adresser cet altruisme à n'importe quelle personne, le même type d'altruisme. C'est ça l'impartialité. Tu peux être altruiste et ne pas être impartial, exactement. Et tu peux être impartial sans être altruiste, pourquoi pas. Tu pourrais considérer tous les êtres comme des ennemis. Dans ce cas-là, tu es impartial vis-à-vis de tous les êtres. En général, l'impartialité, c'est quelque chose de... C'est un facteur mental vertueux. Oui, c'est un facteur mental vertueux. Par exemple, on peut dire ça. Moi, je l'ai pensé, j'étais misanthrope il y a longtemps. J'aime ta forme. Oui, exactement. Normalement, c'est plutôt ça, parce que l'impartialité, c'est un facteur mental vertueux. Parmi les 11 vertueux, c'est l'un d'eux. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, normalement, ça devrait plutôt être associé à l'altruisme. Quand on dit, ouais, tous les gens sont horribles, etc., dans ce cas-là, on ne devrait pas l'appeler impartialité. On devrait dire considérer tout le monde dans le même sac et tous les gens. Oui, une aversion universelle, on pourrait dire. Oui, on pourrait dire, on peut être, oui, normalement, c'est trois possibilités. On peut être altruiste mais partial, altruiste et impartial, et ni l'un ni l'autre. Ouais, exactement. Donc, en effet, on essaie de se dire ça, se dire que si on grandit intérieurement, si on passe le troisième niveau du Lamrim, la grande attitude, l'attitude universelle, l'attitude des êtres supérieurs, enfin supérieur, ça veut dire dans le sens où on englobe tous les êtres, ça veut dire ne plus rechercher sa propre libération personnelle, mais vouloir que tous les êtres échappent à la souffrance et à ce cause, et faire quelque chose pour ça. Ça, c'est l'attitude supérieure, vous êtes d'accord? Ouais, très bien. Et là, on a trouvé la pierre philosophale avec Bodhicitta. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique, parce que là, vraiment, tout est transformé. Tout est transformé. Et donc, justement, on essaie d'utiliser le bon, le pas bon. Ouais, tout ce qui est bon, tout ce qui est considéré comme malsain, etc. Tout ça est utilisé sur la voie. Donc, on va essayer de parler de ce texte-là. Le Lojong Tsigema. Ouais, la transformation de l'esprit, l'entraînement de l'esprit en 8 strophes. Et donc, ça nous aide énormément parce que ça permet d'ouvrir notre horizon. Ouais, on essaie de penser surtout à tous les êtres. Et finalement, on relativise parce qu'on se dit, nos petits problèmes, en comparaison avec les problèmes vécus par les autres, qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce que c'est en réalité? Nos petits problèmes par rapport à ceux que vivent tous les êtres. Nous sommes une seule personne et ils sont en nombre infini. Donc, même si on a une catastrophe, on tombe malade, on est sur le point de mourir, on est euh, dans un pays en guerre, etc., etc., on considère, mais finalement, je ne suis qu'une seule personne. Tout ce que les autres êtres vivent, c'est bien supérieur. C'est bien en nombre, en somme, en lourdeur. C'est énorme, vous êtes d'accord? Et donc, finalement, on relativise. Alors, justement, la théorie, c'est facile. C'est très facile. Hein, le Lojong Tsigama, les strophes ne sont pas si difficiles à comprendre. En quelques phrases, vous avez l'explication. Par contre, le mettre en application, là, ça prend toute une vie, voire plus. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut s'y attendre. Il faut se dire que on a toujours été égocentrique, toujours été dans l'ego, etc., depuis les temps sans commencement. Donc, ça va être difficile de remettre de faire machine arrière. Ça va être difficile, ça va prendre du temps. Mais si on se rend compte que c'est extrêmement gratifiant, on va avoir envie de le faire. C'est ça qui est magnifique. On va avoir envie de le faire. Même si on n'y arrive pas tout le temps, au moins on aura envie de le faire. Parce qu'on est les premiers servis. On est les premiers servis. C'est ça qui est magnifique. Ouais, si vous n'avez toujours pas lu Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard depuis le temps que j'en parle. Oui. Les gens vont finir par croire que c'est moi qui ai écrit son bouquin. Non, non, du tout, c'est pas vrai. J'étais en train de me poser la question.
Et c'est un livre tellement exceptionnel. C'est vrai. En effet, hein, qui enfonce des portes ouvertes, hein, parce qu'on sait tous que l'altruisme, c'est utile, c'est nécessaire, c'est génial, mais on a tellement tendance à se laisser convaincre facilement du contraire, quand on voit les infos, etc. C'est vraiment un livre qui fait du bien. Et donc, en effet, c'est ce qu'il dit, Mathieu Ricard, il dit, en effet, c'est quelqu'un qui développe l'altruisme, la bienveillance au quotidien, etc. Cette personne est beaucoup plus heureuse. C'est ce que dit aussi sa sainteté Dalai Lama, c'est ce que disent tous les grands maîtres. Quelqu'un qui développe la compassion, qui développe l'altruisme, qui pense d'abord aux autres, son propre bonheur advient comme un effet collatéral. C'est juste magnifique. Parce que quand vous cherchez à développer, vous cherchez le bonheur des autres êtres, etc., vous avez une attitude extrêmement saine, extrêmement constructive, extrêmement en accord avec la réalité. Où se trouve cette attitude? Sur le siège d'à côté? Où se trouve cette attitude? Dans votre esprit. Donc, vous êtes la première personne servie par cette attitude parce que vous êtes vous-même dans cette attitude d'espace, de sérénité, de chaleur, etc., etc. Vous êtes les premiers servis. C'est ça qui est magnifique. D'ailleurs, on se dit, on a tendance à se dire, ah ouais, mais il faut d'abord que je pense à moi. Une fois que j'irai bien, en effet, les autres, je pourrais m'en occuper. Mais en réalité, plus on essaie de penser aux autres, plus notre situation s'améliore. C'est incroyable. C'est pour ça que personnellement, j'appelle ça vraiment la pierre philosophale. C'est vraiment un truc magique, quoi. C'est vraiment, c'est magique. Et on est le plus heureux, la personne la plus heureuse. Enfin, d'après ce que disent les maîtres, moi, j'en sais rien. Moi, je suis extrêmement égocentrique. Mais d'après, quand vous voyez sa sainteté, quand vous voyez les grands maîtres comme Lama Zopa Rinpoche, etc., Geshe Loden, etc., tous ces gens qui ne pensent qu'aux autres, eh ben, ce sont des exemples, justement, de personnes qui vont bien. Ok, très bien, très bien. Donc, en effet, après, c'est facile à dire, mais comment on fait? Comment on fait? Comment est-ce que vous faites? Vous qui avez certainement beaucoup plus d'expérience que moi, d'ailleurs, dans ces domaines-là. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites pour essayer de cultiver ces attitudes? Parce que, en effet, le Bouddha les conseille, il dit, par exemple, dans le Metta Sutta, il en parle, il dit, vous pourriez développer la bienveillance vis-à-vis de tous les êtres dans la direction est, direction sud, direction nord, direction ouest, etc. Au zénith, on a dit, vers tous les êtres, etc. Mais en effet, comment on fait? Voilà. Chanju Senjore. Comment on fait? Bon, on prend depuis les plus proches et puis on essaie de faire une expansion là-dessus, de se projeter que chaque être est en soi quelqu'un de proche aussi. Oui, exactement, C'est tout à pas fait. facile à développer, ma foi, mais c'est vrai que ouais, c'est de là Oui, de là qu'il faut partir, quoi. exactement. On commence par là où ça va naturel. Ça va naturellement. Notre esprit s'écoule naturellement vers ces êtres-là. Les personnes qui nous sont proches, les personnes qui nous aident, les personnes qui nous apprécient, les personnes qui nous écoutent, les personnes qui nous, je sais pas, qui nous font du bien au quotidien, tout simplement. Et donc, Mhm. notre esprit est naturellement altruiste vers ces personnes. Donc, il faut commencer par là parce que c'est le plus facile, tout simplement. Exactement. Aussi, oui, exactement. Oui, exactement. Se visualiser soi-même dans le futur. Et c'est ce qu'on disait ce matin. Ça veut dire que quand on règle un problème, eh ben, en fait, on en a réglé des centaines et des milliers à l'avenir. Et donc, finalement, on aide notre moi futur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ne faut pas ce que tu ne pourrais pas t'en faire. À partir du moment où tu as une ligne de conduite, c'est très important. Oui, Réfléchir pourquoi les autres font ça. aussi. Oui, exactement. Essayer de vérifier comment les autres fonctionnent, etc. Aussi, oui, exactement. Tout à fait. Tout ça, ce sont les méthodes. Ce sont les méthodes, c'est comme ça qu'on essaie de faire. Ouais. Donc, si on essaie de cultiver l'altruisme, par exemple la bienveillance ou la compassion, etc. Ouais, donc on commence par nos proches, on essaie de les visualiser, se dire, ah, ce serait merveilleux si ces personnes pouvaient être heureuses, définitivement heureuses, etc. Ouais.
Et donc, on cultive déjà quelque chose. On ressent déjà quelque chose. Et donc, c'est ça, l'altruisme. Ouais, donc, on essaie de rester focalisé là-dessus, sur cette aspiration, puis ces êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur, ou échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance, pour le cas de la compassion. Mais c'est toujours de l'altruisme. Il faut ressentir quelque chose. Il faut que quelque chose bouge dans notre cœur. Sinon, c'est juste un joujou spirituel. C'est juste de la théorie. Il faut ressentir quelque chose. C'est pour ça que c'est plus facile quand on est vis-à-vis de nos proches. C'est plus facile, on ressent nécessairement quelque chose. Et donc, c'est une clé immense, c'est de commencer par là. Ouais. Et comme vous le savez, on met tous les êtres en trois catégories, qui sont ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, et les indifférents. Exactement, ceux dont on se tape complètement. Exactement, tout à fait. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, notre esprit va se diriger naturellement vers les personnes qui nous octroient des bienfaits. Ouais. Et non parce qu'on a juste conscience de ces bienfaits-là. Ouais, parce qu'on sait que nos parents nous ont habillés, éduqués, nourris, protégés, aimés, etc., etc. Donc forcément, on sait qu'on a obtenu des bienfaits de ces personnes-là. Mais si on pense à l'interdépendance, de combien d'êtres nous obtenons les bienfaits? C'est infini. C'est infini. Daniel, fais-moi le geste. C'est infini. C'est infini. Je me souviens, je crois que c'est dans Plaidoyer pour l'altruisme aussi que Mathieu Ricard, philosophe avec des enfants, et je crois qu'il prend l'exemple d'un pull et il leur parle des causes et des conditions de ce pull. Donc, bien sûr, il y a la laine des moutons, etc., etc., et ça va extrêmement loin. Et les enfants sont hallucinés de dire, mais c'est comme ça pour tout? Et il dit, oui, c'est comme ça pour tout. C'est hallucinant. Si on prend n'importe quel objet, n'importe quel ustensile, n'importe quel quoi, repas, c'est immense. Et on ne mange pas qu'une fois par jour, on ne mange pas qu'une fois dans la semaine. Et donc, combien d'êtres ont participé à notre bien-être jusqu'à maintenant? Et la plupart, ce sont les personnes qui nous sont les proches, ou les personnes hostiles, ou les personnes neutres. Les personnes neutres, on ne les connaît même pas. Vous êtes d'accord? Ok. C'est magnifique, ça. Ouais, et pour d'autres choses aussi, pour l'eau. En effet, personne n'a fabriqué l'eau, mais qui l'a détournée jusqu'ici? Ouais. Hein? Quoi? Les Chinois. Les Chinois. Ça, c'est un des seuls trucs quand même qui vient. Il n'y a pas encore de Chine. Non. Ah, pour les fleurs, oui, oui, oui. Oui, 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 en effet, avec les barrages, etc., en effet. Mais en effet, après, toute cette tuyauterie, etc., toutes ces commodités, on ne connaît même pas les gens qui ont fait ça, qui ont participé à tout ça. On ne connaît même pas les gens qui ont participé à tous ces champs de blé, etc. C'est immense, immense, immense. Et donc, ça nécessite certaines méditations. Si on veut vraiment cultiver l'altruisme, il faut se poser sur le coussin et penser à tout ça. Prendre conscience de tout ça, de tous les bienfaits qu'on reçoit de ce nombre d'êtres incalculable. C'est très important. Exactement. Et c'est comme ça qu'on pourra ouvrir notre cœur, ne pas penser qu'à nos proches, mais aussi aux personnes qu'on ne connaît pas, qui ont tout autant besoin d'être heureuses, tout autant besoin d'échapper à la souffrance et à leur cause. Et donc, plus notre cœur s'ouvre, plus on est invulnérable. Plus les petits trucs de la vie, du quotidien, les petits contretemps, etc., les trains qu'on loupe, etc., ça devient presque rien. L'attente à la gare, c'est pour ça que sur le Facebook, d'ailleurs, vous n'avez pas tous vu, mais sur le Facebook, quand j'ai fait la pub de ce week-end, j'ai mis sur la base de ma grande expérience des trains aux aléas. Parce qu'en effet, alors c'est pas pour parler des trains en France, mais en effet, si on essaye d'ouvrir un petit peu notre identification, notre esprit, etc., on se rend compte que finalement, c'est que dalle. Alors après, faire attendre quelqu'un dans une gare pendant 4 heures, c'est autre chose. Mais quand soi-même, on est là et qu'on se dit, mais finalement, attendre un train, etc., louper un train, tout ça, mais c'est rien, c'est rien. Il y a des gens qui vivent tellement pire que ça. Relativiser, c'est exactement ça. Mettre en perspective. Ah, et mettre en perspective.
Ah, mais c'est peut-être... Ah non, pas encore, ça va venir. Merci. Oui, ok, oui, ça marche. Ok, Pour ça, exagérer notre communication, comme si on trouvait anormal, justement par la force de relativiser. Il y a des situations, je me dis, mais c'est pas normal, tu relativises. Donc, par la force d'habitude, je ne sais pas, quoi. À oui, quel point à quel point oui, on a des habitudes. Ouais, il faut se déshabituer par rapport à ces sales habitudes. Essayer de... Tout ce qui peut nous faire du bien, tout ce qui peut nous faire ouvrir notre cœur, avoir un meilleur discernement, etc., c'est toujours bon à prendre. Donc, si on relativise, c'est super utile. l'homme procédure de dire, ben voilà, je le fais tout mon bien, tout mon équilibre. Oui, Comme si on le plaisir à exactement. le package. Ça change tout dans notre attitude quand on relativise. Quand on est avant, c'était ah, c'est horrible, j'ai perdu 2 heures, etc. Et après, on se dit finalement, puissent tous les êtres échapper au fait d'avoir à louper leur train par le fait que moi, j'éprouve ça. On change notre attitude, on relativise tout ça, ça change tout. On ne vit plus la même chose. C'est une autre expérience. Ça, c'est intellectuel. Ah, mais si dans notre attitude, ça change, si on n'est plus là avec cette crispation, ce coup de poignard dans le cœur, oh là là, la SNCF, j'en ai marre, etc. Et que, ah, oui, on ressent quelque chose. On n'a plus ce poignard dans le cœur. C'est totalement différent. C'est juste magique, quoi. Oui. Mm. Mm. Oui. Oui, tout à fait. Mm. Ouais. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça marche pas. Oui. Mm. Exactement. Oui. Ah oui. Ouais. Mm. Exactement. Oui. Exactement. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment tenir compte de la situation dans laquelle on est, voir ce qui nous chiffonne dans tout ça. Parce que si on n'est pas sur le bon truc, on va essayer de relativiser sur un point alors que ça n'a rien à voir. Et c'est tout mental, ça ne va pas correspondre à notre vraie situation. Si on arrive à relativiser sur ce qui nous gêne, ce qui nous choque, etc., ce qui nous fait du mal à l'intérieur, là, oui, on va voir qu'il y a un changement. Parce qu'on aura été en accord avec ce qui nous touche, tout simplement. Oui, exactement. Il faut être conscient de ça. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens parce que c'est très, très physique, en fait. Quand j'avais des retards ou louper un train, etc., c'est dans le cœur. Tu ressens vraiment comme ton cœur se chiffonne. C'est horrible, quoi. Ouais. Alors que quand tu entends une annonce, ah oui, vous aurez des infos dans 2 heures, tu as un moment où tu rigoles. Tu te dis, ah, ça y est, c'était sûr que ça allait venir ce jour-là. Et il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tu te dis, bon, bah, je vais aller manger, je vais revenir, et puis ils vont nous donner les infos, etc. Et en fait, tu sors du train et ils disent, ah, si, 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 il va partir. OK. Donc, tout le monde court vers le train. Donc, maintenant, je le prends différemment, avec un second degré. Et donc, j'ai plus, forcément, j'ai plus ce cœur qui chiffonne. Mais ça nécessite de prendre conscience, en effet, de qu'est-ce qui nous gêne là-dedans. Parce que parfois, on peut être dans un truc totalement artificiel et se faire plus de mal, en effet. Ouais, ça joue. Donc, on va essayer de suivre la suite après la pause. Déjà, ça passe super vite. C'est incroyable. En tout cas, pour moi, je ne sais pas pour vous. Très bien. Donc, dans On va 7... même plus vite que les trains. Ouais, exactement. Tout à fait. Exactement. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à vivre en Suisse ou proche de la Suisse. Peut-être, on ne sait pas. Ah, J'ai peut-être plus besoin des trains. Je ça va rigole. être super. OK. Donc, dans 7 minutes. Merci. Ouais. À tout de suite. 7 Bonne pause. minutes 30 comme d'hab, quoi. Ouais, ça marche. Eh bien, très bien.
Impeccable. Et donc, on essaie de faire comme ça, d'y aller progressivement, à son rythme, à son niveau, petit à petit, pas à pas. Et, mais on ne peut pas y arriver simplement en priant le Bouddha. S'il vous plaît, le Bouddha, faites en sorte que je sois altruiste. Ouais, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas espérer être prix Nobel de physique si vous n'étudiez pas la physique. Vous ne pouvez pas être prix Nobel de maths si vous n'étudiez pas les maths. C'est pas possible. Et donc, si vous ne pouvez pas être un prix Nobel de la paix intérieure si vous n'êtes pas dans la paix intérieure, si vous ne pratiquez pas cela. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est très, très important. Ouais, au cours de cette année, il y avait l'un des enseignants de Venerable Damdul qui a donné des cours, justement, tiens, sur le Lojong Lovistrov. Et il a dit, son conseil, c'était pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut pratiquer. Parce que la théorie, comme on l'a dit, c'est facile. Aimer les autres, aimez-vous les uns les autres, etc. C'est pas difficile à comprendre. Bodhicitta, c'est pas difficile de donner la définition. Mais le ressentir, c'est carrément autre chose. Ouais. Comme ils disent dans les textes, c'est le contraire par rapport à la vacuité. La vacuité, c'est difficile à comprendre, mais à pratiquer, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris, ça va. Mais là, c'est tout le contraire. Pour la bodhicitta, c'est facile à comprendre, mais difficile à pratiquer. Et donc, on ne peut pas faire autrement que de pratiquer. D'autant que si on en ressent soi-même les bienfaits, si on voit à quel point c'est gratifiant au quotidien, que nos états d'esprit sont totalement différents, qu'on n'a plus la même qualité de vie qu'avant, forcément, on va avoir envie de le faire. Donc, c'est ça qui est très intéressant. OK. Donc, comme on a dit, pour cultiver donc l'altruisme, alors c'est vrai que j'ai évoqué le 8 strophes et ensuite je suis parti sur l'altruisme. Mais en effet, les deux sont liés, mais comment est-ce qu'on pratique l'altruisme en tant que tel, la bienveillance, la compassion, en essayant d'ouvrir notre cœur de plus en plus. Vous voyez, donc de commencer par les proches, ensuite d'essayer de cultiver une attitude similaire vis-à-vis des personnes qui sont neutres, en comprenant à quel point on en retire des bienfaits de ces personnes neutres. Ouais. Donc là, bien sûr, on a évoqué des bienfaits à court terme. Ouais, mais on peut parler aussi même de cette précieuse existence humaine. Qu'est-ce qui a fait qu'on a obtenu cette précieuse existence humaine? Ce sont quoi les causes d'une précieuse existence humaine? L'éthique, la générosité et prière d'inspiration. Tu vois, hein, Sabine va être obligée de s'asseoir là bientôt. OK. Oui. Donc, en effet, l'éthique. Ensuite, donc en un seul mot, hein, pas l'éthique. Laissez tomber. L'éthique, sinon il faut aller à l'US, il y en a beaucoup là-bas. Et donc l'éthique, ensuite la générosité, la patience, etc., etc., pour compléter le tableau. Parce que si on a juste une existence humaine et qu'on a faim toute la journée, soif toute la journée, etc., on n'aura pas vraiment l'occasion de se préoccuper de spiritualité. Et donc il faut aussi embellir le tableau avec la générosité, l'éthique, la patience, etc. Exactement, tout à fait. Et les prières d'aspiration. Ouais, ça veut dire se dire, voilà, puissais-je, quand on a des activités vertueuses, faire les dédicaces, etc., puissais-je à l'avenir avoir à nouveau une présence humaine pour aider les êtres. Ouais, c'est très important. Et donc, l'éthique, c'est quoi, comme on a dit? On a dit les 10 négativités, s'abstenir des 10 négativités. Vous êtes d'accord? Et donc, ça évoque quoi? Ça veut dire s'abstenir de tuer. Tuer qui? Tous les êtres. Voler qui? Mentir à qui? Etc., etc. Ça veut dire que s'il n'y avait pas les êtres, on ne pourrait pas développer l'éthique. Et donc, c'est à eux qu'on doit ce précieux corps humain. Non? C'est logique? C'est logique. C'est comme s'ils nous l'avaient prêté, comme dans Avatar. C'est Eywa qui nous a prêté ce corps et on lui rend à la fin. Là, c'est sur tous les êtres. Tous les êtres nous ont prêté ce précieux corps humain. Et donc, on leur doit cela. Vous êtes d'accord? Et donc, si on se rend compte de ça, finalement, on a obtenu énormément de bienfaits de tous ces êtres. Donc, on a envie de leur rendre ces bienfaits, naturellement. Ouais, ça vous parle? OK. Plus d'autres avantages, comme par exemple, Venerable Damdul mentionne, si vous êtes dans un train le soir, qu'il n'y a personne dans le train, etc., vous pourriez flipper. Ouais, s'il y a des individus un peu louches, etc., vous pourriez flipper. Mais quand le train est plein, est bondé à craquer, vous ne flippez pas. Vous avez vos gardes du corps gratuitement avec vous. Tous les autres vous servent de garde du corps gratuitement.
Vous n'avez pas peur dans un train qui est blindé de monde. C'est magnifique, ça, non? C'est quand il y avait le train plein et puis il n'y avait rien quand le train vide. Oui, exactement. Mais en réalité, il y a moins de chances qu'on se fasse agresser s'il y a plein de monde dans le train. Oui, il y a moins de chances qu'on se fasse agresser. Voilà, c'est arrivé une bonne fois. Oui, on est moins rassuré dans ces cas-là. Donc, il y a, oui, et c'est aussi, en fait, ça a tendance à ralentir. Exactement. Ça, Mm, mm, exactement. Plus le sentiment réel d'être en sécurité. Ça change tout. Ça change tout. Donc, en effet, ça, et puis bah, tout ce qu'on peut se procurer au quotidien qui coûte pas cher parce qu'il y a la production de masse, parce qu'il y a tous les autres qui en ont besoin aussi. Et donc, grâce aux autres, on peut s'acheter une tasse à quelques euros, à quelques francs. Ouais. Si on devait les fabriquer soi-même, ça coûterait énormément cher. Donc, finalement, on est extrêmement redevable de tous les êtres, les personnes proches, les personnes neutres et aussi des personnes hostiles. Ouais, les personnes hostiles, on leur doit l'éveil. Parce que grâce à ces personnes hostiles, on peut développer la patience. Ouais, c'est comme on ne va pas demander à Florian de montrer ses plantes de pied. Mais Florian a l'habitude de marcher pieds nus et donc forcément, il n'est pas sensible des pieds. Ouais. Et donc, ça veut dire que plus vous êtes en friction avec des difficultés, etc., plus vous vous endurcissez, plus vous êtes aguerri. Ouais, vous êtes d'accord? Et donc, plus vous rencontrez des personnes difficiles, plus vous développez la patience, si vous avez l'occasion de le faire. Ouais. Et donc, c'est grâce à ces personnes-là que vous pouvez cultiver la patience, vous départir de la colère et donc gravir les étapes de la voie vers l'éveil. Ouais. Les personnes hostiles sont comme ces médecins qui vous font un check-up. Ils vous font un check-up, vous devez les payer, etc. Ils vous disent ce qui ne va pas physiquement, etc. Là, ces personnes hostiles vous font un check-up intérieur gratuitement. Gratuitement. C'est pas négligeable. Vous n'avez pas besoin de les payer. C'est génial. Et donc, on peut grandir intérieurement grâce à ces personnes-là. Si jamais personne ne nous titille, on n'a jamais l'occasion de développer notre système immunitaire intérieur. On a besoin des accidents pour se transformer. C'est nécessaire. Ouais, c'est ce qui crée l'évolution, selon Darwin. Ouais, ce sont les accidents qui créent l'évolution. S'il n'y avait jamais eu d'accident, jamais il y aurait eu cette nécessité pour les espèces de s'adapter et donc de survivre. Ouais, vous êtes d'accord? Donc, tu dis qu'on a pas Oui. Comment ça? C'est plein de choses à dire, mais j'ai pas l'argument suffisant pour te dire qu'on a besoin de l'agresseur pour pratiquer l'éthique, etc., etc. Mais si l'agresseur n'existe pas, on pratique de la compassion, etc., n'existe pas non plus. Oui. Oui, Si oui. le monde est parfait, on n'a pas besoin d'être parfait. Oui, exactement. Si le monde était parfait. Comment? Dans le meilleur des cas, peut-être? C'est conditionné quand même pour vivre dans un monde parfait. Je les vois, enfin, les jeunes avec qui je suis, s'ils n'ont pas de problème, ils s'en vont des problèmes. Ils trouvent des trucs, ils se trouvent des machins pour s'affronter, pour dire que ça ne va pas, etc. Et même si tout va bien dans le meilleur des mondes, les parents partent ça va, c'est des problèmes. Mmh. Et on est conditionné à résoudre des problèmes, même s'il n'y en a pas. On est tous dans ce cas-là. Oui, on se crée des problèmes. Aussi, parfois, on peut s'identifier à nos problèmes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'on oublie surtout ce qui va bien, et quand tu as un truc qui va mal, neuf qui vont bien, que tu vas retenir, que ton cerveau est comme ça. Le négatif, si je te dis une chose négative et 9 compliments, tu es fixé sur ce que tu dis de négatif. En fait, c'est parce qu'en fait, dans notre évolution, c'est pas qu'il y a quelque chose de négatif, il a fallu courir, s'adapter, partir devant le dinosaure, enfin voilà. Exactement. Oui. Jusqu'à 10-15 ans, il a entendu 9 noms. Ah oui. Oui. Donc, il va redire avec un formatage de négatif.
Voilà. Après, tout le monde comprend. Exactement, ça veut dire que le négatif est là. On n'est pas nécessairement en train de dire, alors peut-être que certains grands bodhisattvas font des prières pour que les problèmes leur arrivent. Mais là, déjà, à un autre niveau, on peut juste essayer de faire avec. Ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes de toute façon. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de supplier les Bouddhas pour qu'ils nous en envoient. Il y en a déjà, de toute façon. Et donc, c'est comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on les considère? C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que si un accident permet une évolution, dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment un accident? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif en soi? Non, au contraire. Ouais, ça veut dire, c'est exactement ça. Ça veut dire que si ça permet une résistance, une résilience, etc., dans ce cas-là, c'est utile. Dans ce cas-là, c'est utile. C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Et dans ce cas-là, ce n'est plus un problème en tant que tel, de son propre côté, puisque ça permet une évolution. Et même pour les personnes hostiles, c'est exactement la même chose. Elle nous octroie les plus grands des bienfaits, puisqu'elle nous permet de voir jusqu'où on est stable. Ouais, comme dit Venerable Gandamdul, si vous demandez à vos parents, les personnes qui vous aiment le plus, etc., est-ce que je suis patient, etc., ils pourraient vous faire croire que vous êtes, ça y est, des bodhisattvas. Mais si vous avez le voisin qui pose ses poubelles devant la porte, etc., et que vous vous mettez en colère, là, on va se rendre compte, ah, finalement, je suis peut-être pas un bodhisattva, peut-être que j'ai encore du pain sur la planche. Et là, c'est utile. Là, on peut progresser. Là, on peut se dire, ça y est, j'ai atteint mes limites et donc je dois repousser ces limites. Ouais, ça vous parle? Ça, c'est très utile. Parce que sinon, oui, si on demande à nos parents, à nos enfants, les membres de la famille, nos potes, etc., de répondre à un questionnaire, est-ce qu'on est un bodhisattva, est-ce qu'on est une personne super, etc., oui, forcément, ils vont être gentils. Ils sont farcis. Souvent, oui, aussi. J'ai remarqué aussi. Mais si c'est quelqu'un qui vous aime le plus, parce que c'est vrai, quand on dit la famille et quelqu'un qui vous aime le plus, c'est pas nécessairement équivalent. Mais en effet, Ça, en fait, être capable de voir ça comme des opportunités. exactement, des défis à relever. Oui, exactement. À la seule condition d'avoir fait cette analyse, cette méditation analytique, ce type de méditation. Parce que si on se dit, ah oui, il faut qu'à partir de demain, je vois tous les problèmes, etc., comme des défis, on va pas y arriver. On va finir frustré. On va se dire, bah, finalement, j'y arrive pas, le Mahayana, c'est pas fait pour moi, le bouddhisme, c'est pas fait pour moi, la vie spirituelle, je suis foutu, etc. Donc, il faut vraiment se dire, OK, je vais progresser pas à pas pour transformer ma façon de penser. Et si on n'y arrive pas ce jour-là, c'est pas grave, on y arrivera un autre jour. Il faut garder confiance. On a déjà fait ça pour plein de choses. On a déjà eu de la résilience pour des petits trucs. Combien de fois vous avez réussi à supporter une phrase que d'habitude vous ne supportez pas de quelqu'un, etc., ou un comportement, etc. Combien de fois c'est arrivé? C'est bien la preuve que ça n'appartient pas à la nature de ce truc-là, de cette phrase, que de vous briller les nerfs par nature. Ça n'appartient pas du tout à la nature de cette phrase. Ça appartient à la nature de notre perspective. Est-ce qu'on est bien luné? Est-ce qu'on est mal luné? Est-ce qu'on est disponible ou pas? Ou fatigué? Ça change tout. Si on se dit ça, on a réussi à survivre à une phrase qui d'habitude nous brille les nerfs. Et donc, si là, ça passe tout seul, ça veut dire qu'il y a des chances qu'on arrive pour des choses encore bien pires que ça. C'est juste magnifique. Ouais, ça vous parle? Bravo! Il y a aussi des choses dans la vie qui varient, qui m'ont retenu. Moi, ça m'aide beaucoup de dire qu'il y a des choses qui m'arrivent, qui m'ont retenu. Tout le monde fait voir avec mes Oui, moi, c'est des choses qui sont sur mon disque dur, qui attendront juste de germer à nouveau, de sortir à nouveau, en traversant un truc qui est en soi à très de similitude. Mais ça va être le déclin. Voilà, ça va être continue. ah, mais, non, mais il y a des choses qui arrivent qui n'ont plus rien à voir avec le moment présent. C'est juste des restes qui attendent de sortir, que je pense complètement enterrés, mais qui sont quand même plus ou moins. Les Il graines. suffit de suivre une petite façon très peu, soit similaire, qui vont réactiver quelque chose qui était sous-jacent, Oui, oui. l'augment ou sous silence.
Parce que c'est Je sous dis, forme... il y a rien à voir avec la question d'aujourd'hui. Exactement, Les restes qui me concernent plus, tout pas à fait. qui me concernent, mais je donne l'importance C'est les graines. C'est les graines. au concept. Exactement. Et ça peut même être dans l'autre sens, par exemple. On peut voir des fois à Nalanda, on voyait des gens parfois qui voulaient simplement prendre les vœux parce qu'ils avaient juste des graines qui germaient, très vertueuses, mais c'était juste des graines. Vous n'avez pas nécessairement médité sur le renoncement. Ah, c'était juste une impulsion. Ouais, ça peut être juste ça. Donc, dans ce cas-là, c'est très, très vertueux. Si c'est associé à un travail intérieur, dans ce cas-là, ça peut être génial. Mais parfois, c'est juste des graines qui germent et une pulsion qui germe et ça y est. Donc, ça peut être très vertueux, ça peut être très malsain, ça dépend de quel type de graines, quel type d'habitude on a eu par le passé. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos habitudes, de prendre soin de types d'habitudes qu'on fait prendre à notre esprit. Ouais, méditer, c'est ça, hein, c'est ce que disait Diétu Melarepa. Gomba Mayen, Gomba Yin. Il disait ce n'est pas de la méditation, c'est de la familiarisation. La méditation, ce n'est que ça. C'est s'entraîner encore et encore à cultiver certaines attitudes, certaines réflexions, certains ressentis. Et c'est d'autant plus fort quand ensuite les graines s'ajoutent les unes aux autres et au bout d'un moment, au cours d'une existence à venir, on va se dire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, etc. J'ai envie de développer bodhicitta, j'ai envie de penser à la vacuité, etc. Parce qu'on aura eu des graines extrêmement saines. Et donc, ça commence dès maintenant. C'est dès maintenant. Ouais, quand on a du temps, à quoi on pense, de quel type de pensée on a. Ouais, combien de pensées on a dans une journée. Combien de pensées volontaires on a dans une journée? Et parmi les pensées volontaires, lesquelles sont vertueuses, lesquelles sont constructives? Si on fait ce pas-là, de se dire, OK, dans quelle attitude est mon esprit? À quoi je pense à ce moment-là, etc. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me bouffe la vie? Ou est-ce que c'est très, très constructif, etc. Et de renverser la manœuvre, de dire, OK, je vais penser au bonheur de tous les êtres. Ça, rien ne nous en empêche. Même quand on attend même quand on attend au feu rouge, etc., on peut cultiver ça. Décider de cultiver des attitudes extrêmement saines. Non? Ça, c'est très utile. Se souvenir de ces strophes de l'autre jour, etc. Ouais. De se dire, OK, est-ce que je suis en train de perdre mon temps à penser au programme de télé de ce soir ou est-ce que je peux essayer de penser au bonheur de tous les êtres, etc. Dans ce cas-là, chaque minute est extrêmement précieuse. OK. Très bien, très bien, très bien. Donc, si on a compris ça, si on se dit qu'on peut relativiser parce qu'on met en perspective ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui se passe chez tous les êtres, déjà, ça permet de remettre à zéro presque le nombre de catastrophes qu'on a dans la vie. On se dit finalement, c'est presque rien. Et aussi, on avait parlé du karma ce matin, vous vous souvenez? On avait dit que le karma, c'était quoi? Petite graine, gros fruit, une grosse courge. Une grosse courge, ouais. Le karma, c'est une grosse courge. Donc, ça veut dire que plus le temps passe, plus ça devient exponentiel. Que ce soit du côté lumineux ou du côté obscur, hein. Plus le temps passe, plus c'est exponentiel. Vous êtes d'accord? Une petite graine de séquoia, c'est presque rien. Mais plus le temps passe, plus ça devient un arbre immense. Ouais. OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous arrive une catastrophe, on peut se dire finalement, c'est gérable encore. C'est gérable. Si nous arrive une maladie, une migraine, une banqueroute ou je ne sais quoi, c'est encore gérable. Parce qu'on a la chance d'avoir ces instructions qu'on peut mettre en pratique. On peut se dire, j'épuise un karma malsain. Vous êtes d'accord que quand la graine germe, c'est terminé, la graine n'existe plus. Elle ne peut pas germer deux fois. Ouais. Donc, quand il nous arrive une catastrophe, on épuise un karma malsain. Et dans certains textes, ils font dire au maître qu'on purifie, mais en réalité, non. La purification, elle advient avant que le karma puisse mûrir. C'est ça la purification. Mais quand la graine germe, quand la catastrophe arrive, le problème arrive, on épuise un karma négatif. Et on a la chance que ce soit encore gérable, parce que si on ne l'avait pas épuisé maintenant, si c'était advenu dans quelques ères cosmiques à l'avenir, ce serait quoi? Une renaissance infernale. Donc à la rigueur, il vaut mieux que ça arrive maintenant, se dire, oh, c'est super, j'ai loupé mon train maintenant, etc. C'est super pourvu que ça arrive que maintenant. Parce que si c'était à l'avenir, ce serait démultiplié. Vous êtes d'accord? Ou pas? Ou je suis en train de charabiater? Oui, de purifier maintenant. Il faut purifier avant que ça arrive. Si on n'a pas la chance de purifier et que quelque chose advient de malsain, se dire, OK, il vaut mieux que ça arrive maintenant. C'est encore gérable.
Parce que ça peut nous éviter d'innombrables renaissances dans les enfers ou chez les animaux, etc. Quand même une super chance parce que dans notre contexte dans lequel on peut avoir une condition humaine le plus parfaite possible, on a quand même une super chance. Et du coup, c'est vraiment, il faut en profiter tranquillement pour purifier tout ça, parce que quand même, là, j'avais lu un article sur la borne du Galva, il y a un père de famille qui dit, bah, nous, on a pris la décision de préférer de mourir sur place que d'écrire, parce que quand on fuit, on sera des réfugiés, personne ne voudra nous. Et quelqu'un, on pose des questions, quelqu'un qui se pose des questions comme ça, quoi, soit je meurs sur place, soit je laisse ça. C'est essentiel, que nous, on se plaint de tout. Oui. Alors, on est dans le paradis, quoi. Exactement. On a des problèmes, c'est n'importe quoi. Quelque part, c'est n'importe quoi. On n'a pas de problème. Oui, Quelque part, on n'a pas de problème. Hein. Il faut se mettre aussi des suicides, des côtés bien. Mais oui, exactement. Exactement. il y a quand même des gens qui sont vraiment malades, eux peut-être, mais moi, personnellement, je ne peux pas. Oui, tout à fait. Là, le problème, mourant, je ne sais pas quoi. Même si j'étais mourant, je pourrais me permettre de mourir dans les meilleures conditions. Je pourrais plus. Enfin, oui, je laisserai une famille quand même qui aura quand même quoi à manger. Alors, quelqu'un de famille qui meurt, ils savent qu'ils sont morts, il a fait du mal. On a quand même cette chance, même si on meurt, on a quand même des conditions favorables. Exactement. Et ça fait relativiser aussi. Ça fait relativiser aussi. Il y avait une fois, je crois c'était l'une des saisons de koh je crois, sur la une. Et donc, c'était hallucinant. C'était quelqu'un qui se plaignait qu'il avait plu toute la nuit, etc. Et tu voyais sur Facebook, en parallèle, quelqu'un qui n'a absolument rien, quoi, qui est à Gaza ou ailleurs et qui est menacé de mort continuellement, etc. Et tu vois juste la personne qui a juste ses cheveux qui sont son brushing, on a pris un coup. Et juste à côté, tu vois quelqu'un, mais qui a un vrai problème en comparaison. Et là, tu te dis, mais finalement, mais c'est rien. Bah, si on peut relativiser comme ça, c'est très, très utile. Exactement. C'est vrai que si nous pouvons voir quelqu'un de Gaza ou bien il faut finir. Oui. Le challenge, c'est quand même d'apprécier ce qu'on a sans se faire qui sont vraiment extrêmes. Ça m'aide à minimiser les souffrances de dos, etc., etc. Mais il faut quand même être cohérent avec soi-même. Et bon, j'ai la chance de mettre, de mettre pas beaucoup de temps et puis tout est à disposition, mais est-ce que les gens sont plus heureux et plus riches que ces gens-là? Enfin, voilà. Mais il ne faut quand même pas minimiser et dire, bon, ben voilà, le public, c'est bullshit. Non, il faut se reprendre fortuné, on a plus le droit de alors, c'est pas, oui, c'est pas pour culpabiliser, pas pour, là, sur Facebook, c'était vraiment pour se moquer de la personne. Sur Facebook, là, c'était vraiment pour se moquer parce que là, c'était vraiment presque rien par rapport à ce que d'autres vivent. Mais en effet, c'est pas pour se culpabiliser en disant, oh là là, je souffre, je ne devrais pas souffrir, en voyant tout ce que les autres éprouvent. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour éviter de se faire une double peine, de se faire en plus une souffrance morale alors qu'on a déjà une souffrance physique. C'est pour essayer de le vivre mieux, de vivre une forme de résilience. C'est ça l'objectif. C'est pas pour se dire, ah là là, je ne devrais pas avoir de problème parce que je vis dans la terre des dieux, etc., en comparaison avec eux qui vivent presque les enfers ou les prétats. Non, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour essayer de vivre les choses mieux. Pour éviter de faire boule de neige. Parce que si on se dit, moi, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc., ne fait que entretenir le truc, finalement. Et donc, c'est un cercle vicieux. Alors que si, finalement, on essaie de dire, oui, ok, j'ai une souffrance, d'accord, mais je peux quand même la vivre, je peux quand même essayer de dépasser tout ça, de ne pas avoir ça comme un vrai problème. aider à avoir la face pleine, Covid, justement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est le but de faire ça. C'est vraiment changer la perspective, changer notre façon de faire. Parce que même si on ne pensait pas à ce qui se passe à Gaza ou ailleurs, on peut prendre les choses pour acquises. L'autre jour, par exemple, il y avait une coupure de jus à Blois.
Et c'est là, en effet, que ma mère m'a dit, ah ouais, c'est vrai qu'on est vraiment dépendant de tout ça. Mais oui, en effet, s'il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Il y a plus sa télé, il y a plus. Là, dans ce cas-là, là, c'est horrible. Si jamais ma mère n'a plus sa télé, là, ça devient. Elle me dit, je passe par la fenêtre. Donc, c'est vraiment. Parfois, notre survie dépend de peu de choses. Et donc, en effet. Donc, je pense que ce ne serait pas le cas. Je pense qu'elle exagère en disant ça. Mais on peut voir à quel point on peut être dans le désordre, s'il n'y a plus d'eau chaude, s'il n'y a plus, etc., etc. C'est là qu'on se rend compte à quel point, oui, en effet, on a vraiment du bol. Là, on a vraiment du bol. Donc ça, c'est important de mettre en perspective, ouais. Oui, je dis du bol, c'est une façon de parler, hein. Pour aider à supporter un peu ce qui se passe en disant, mais en fait, ils ont aussi fait des choses. Voilà. Mm. Oui. Et il faut surtout pas aller leur dire. Faut surtout pas aller leur dire. Il ne faut pas leur dire quelqu'un qui vient de se faire violer, etc. Dire tu as créé les causes, surtout pas. Ouais. Dans notre attitude à nous, pour transformer notre attitude, on ne peut pas aller dire aux autres vous vous faites tuer, vous faites c'est vous qui avez créé, surtout pas. Ouais, ce serait horrible. Donc ça, c'est très important de faire attention au contexte. Ouais. On ne peut pas dire aux autres oui, votre karma, c'est votre karma, etc. Surtout pas. Ouais. Ce serait... Oui, de toute façon. Donc là, je me dis, si tu as la place d'une personne en Gaza, vivre sa situation, je me dis, le train, s'il n'y a pas de là, tout comme ça. Il n'y en a pas de train. Ils n'ont pas de problème de retard de train, ça n'a pas de problème. C'était plus léger que les trucs, si tu ne vas pas me dire, mais moi, si ça m'arrive, je m'arrive à l'énergie, je m'arrive à finalement, toutes ces situations, il faut que partie de s'approprier quelque chose. Oui. On peut se mettre à leur place. Non. On peut essayer de se mettre à leur place. La compassion, c'est ça. La compassion, c'est ça, c'est de se mettre dans les chaussettes des autres. C'est ça la compassion. Ressentir dans sa chair ce qu'eux doivent ressentir, il me semble que c'est impossible. Intellectuellement, on peut faire la démarche, mais il faut vraiment souffrir comme d'autres souffrir, comme d'autres souffrent. Oui, oui. Pour faire sien. Moi, je pense qu'on peut. À la guerre ou n'importe quoi, je ne sais pas dans quel camp je sais pas si toutes les bonnes paroles, tout ce qu'on a appris. Et oui, mais il n'y a que quand on est face à la réalité. Ouais. Voilà. Moi, je pense que ça dépend de notre façon de nous familiariser avec ça, parce que tout ne commence que par une pensée. Le renoncement ne commence que par une pensée, le bodhicitta ne commence que par une pensée, etc. Mais voilà, les grands maîtres, etc., qui eux finissent par ressentir quelque chose par le fait d'avoir pensé à ça. Donc au début, ce n'est qu'intellectuel, ça, on ne peut pas le nier. Mais ça peut vraiment faire en sorte d'essayer de se mettre vraiment à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il doit ressentir? Quels sont tous les manques que la personne peut avoir par rapport à l'eau, par rapport au confort, le moindre confort, les toilettes, etc., hein, d'imaginer tout ça. C'est comme par exemple, je te comprends. Ça, c'est juste tu peux être mon père, ma grand-mère, pas confronter. Oui, parce qu'on n'est pas clairvoyant, on ne ressent pas leur façon de ressentir les choses. Peut-être que certains sont plus philosophes que nous, peut-être que certains sont plus fatalistes que nous, etc. Peut-être que certains sont plus effrayés que nous, etc. Donc, en effet, on n'a pas tous les mêmes façons de réagir aux choses. Mais on peut au moins essayer de ressentir. La compassion, c'est ça, c'est de se mettre à la place de l'autre. En tout cas, d'essayer. Ce n'est rien d'autre que ça, la compassion. C'est vraiment comment moi, je pourrais vivre la chose à sa place. Et c'est ça, c'est vraiment un élan vers... Oui, tout à fait. Mais tu peux avoir vécu ça un nombre incalculable de fois. Et ça peut t'arriver dès que Poutine arrive avec ses drones. Oui, exactement. Ça peut nous arriver n'importe quand. Moi, j'aime bien y penser personnellement quand je m'endors dans mon lit chaud, etc., de penser à un SDF qui est dans la rue, de me dire est-ce que je ferais le choix de lui laisser mon lit et de prendre sa place.
Ça m'arrive d'y penser parfois pour essayer de me dire, mais jusqu'à quel point c'est intellectuel, jusqu'à quel point tu essaies de faire naître quelque chose. Rien que ça. Rien que ça, de se dire, ah ouais, moi c'est bien chaud, c'est bien douillet, etc., etc. Et la personne qui est dehors, etc., qui n'a pas de douche, qui n'a pas de confort, etc., qui doit même se les cailler grave toute la nuit. Et donc, d'essayer de se dire, est-ce que je serais capable de prendre sa place ou pas? Oui, tu peux faire progressivement. Tu peux faire progressivement jusqu'à vraiment décider de est-ce que je pourrais prendre sa place ou pas. Et là, c'est pas grand-chose parce que c'est juste, entre guillemets, un SDF, mais imaginons les souffrances atroces des enfers, etc. Est-ce que je serais capable de le faire? Est-ce que je serais capable de prendre la place de la personne que j'aime le plus au monde au lieu qu'elle aille renaître en enfer, je prendrais sa place? C'est ce type d'attitude qu'on essaye bien sûr que c'est intellectuel, mais au bout d'un moment, on essaie vraiment de ressentir une forme de peur. Se dire, imaginons que ça arrive vraiment. Et là, s'il y a une forme de peur, une forme d'inconfort, là, on commence déjà à contrecarrer un peu notre égocentrisme, j'en suis sûr. Ça fait bouger, il faut faire bouger quelque chose. Si vraiment il n'y a rien qui bouge, en effet, ce n'est que intellectuel. Mais on doit commencer par là de toute façon. Oui, exactement. Oui. Et au bout d'un moment, on essaie de répéter l'exercice, etc., jusqu'à ressentir quelque chose. Mais c'est très, très important. Quand il y a les retraites de Bodhisattva avec Venerable Geshe Damdul, il fait bouger les choses. Et on sort de certaines sessions, on est tous en larmes. Quand il parle de l'amour, de la mère, etc., de certains exemples très, très précis, moi, je ne peux plus traduire parce que j'ai la gorge complètement nouée. Je peux plus traduire. Je suis vraiment dans une émotion et ça fait bouger les choses dans notre cœur. Il faut faire bouger les choses. Sinon, c'est juste un exercice intellectuel, etc., qu'on répète. Mais le risque, c'est que ça ne reste que intellectuel. Et dans ce cas-là, en effet, le jour où il nous arrive un truc, là, c'est sûr qu'on verra à quel point c'était vraiment factice. Je ne pense pas qu'à force de l'intellectuel, ça va switcher dans Oui, mais c'est ce qu'on disait, la méditation analytique est faite pour ça. La méditation analytique, c'est vraiment pour passer ces 20 cm du cerveau au cœur. C'est le chemin le plus long. C'est juste ça, ouais, de passer du cerveau au cœur. Parce que c'est une image, en réalité, c'est toujours dans notre esprit. Hein, c'est ce qui se passe dans notre esprit. Il y a les consciences conceptuelles, les consciences affectives, etc. Tout ce qui est de l'affect, du cognitif, tout cela, c'est mêlé, c'est intimement mêlé. Mais en effet, si ça tourne en boucle, etc., que c'est juste quelque chose de oui, je fais mon truc, j'essaie de penser au bonheur de tous les êtres, oui, ok, puis après je passe à autre chose, il y a peu de chances que ça marche. Si vraiment on insiste sur ces aspects-là, oui, il faut générer quelque chose. Hein. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est on pourrait dire la dernière partie. Oui. Et ça, c'est pas grave. Mais oui. Et en effet, il faut pas s'en vouloir pour ça. Il ne faut pas s'en vouloir se dire que. Mais ça interpelle. Ah, j'espère pas, hein. J'espère pas, hein. Je suis abstinent. Hein. Alors, ça dépend de la maison. Je n'ai pas encore vu. Ouais, ça va. C'est jouable. Mais en effet, c'est là où on essaie de voir où sont nos limites, d'en tenir compte et de ne pas avoir honte de ça. Surtout pas. Et ça fait peur. On se dit qu'on a encore du chemin à faire. Oui. Il y a les prières d'aspiration. Exactement. Oui. Oui, exactement. Se mettre dans la situation, par exemple, moi je pense souvent à Mogwai, je ne sais pas où il a repris naissance, etc. Et des fois imaginons qu'il a repris naissance sous forme d'insecte qui se fait bouffer par une araignée, etc. Est-ce que je prendrais sa place?
Et oui, pour lui, je le ferai. Pour lui, je le ferai. J'imagine l'horreur que ça doit être de se faire bouffer par un autre animal, etc. Mais malgré tout, justement, cette horreur, quand tu imagines que c'est l'autre qui la vit, tu peux pas supporter. Tu peux pas supporter. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois à tout prix prendre sa place. Dans ce cas-là, ça m'aide. Ça m'aide à vraiment faire bouger les limites. Mais peut-être que ça n'arriverait pas avec tout le monde, etc. Donc c'est là où j'ai encore du boulot à faire. Mais se poser la question, est-ce que vraiment je prendrais la place de cette personne qui souffre atrocement, etc. Pour l'empêcher d'avoir à éprouver cela. Et donc, si on s'entraîne comme cela progressivement et à trouver les bonnes méthodes de méditation, etc., j'imagine qu'au bout d'un moment, on finit par faire en sorte que ça transpire dans nos actes, qu'on laisse la meilleure partie du panier de pommes aux autres et qu'on prenne la plus faite, etc., à leur place, progressivement, que ça se manifeste dans certains actes, jusqu'à un jour aspirer, en effet, grâce aux prières d'aspiration, à ce que ce soit vraiment prendre la place de quelqu'un. Ça devrait être magnifique. Sébastien qui est venu. Ah oui, c'était mon chien. Ça veut dire ouais, c'était son chien. Oui, Alors, c'était un petit carlin, un petit poussin. On l'appelait le petit poussin, le petit lapin. Et donc, oui, exactement. C'était un chien lapin poussin et cochon aussi. Un peu mouton aussi parfois. Oui, c'était vraiment. Ouais. Mm. Peut-être comme là, tu avais peur de plus. Par exemple, j'imagine que c'est un bébé. C'est très tôt avec ta famille. Tu m'as donné un bébé. Exactement. Exactement. Hein? Où tu dors avec. Mais par contre, ça va Et là, naturellement, tu te poses même pas la question. pas. Il faut que tu sois malade, tu peux être malade. Voilà. Exactement. C'est automatique. Tu cherches même pas à savoir. Mais bon, quand tu as un petit, oui, mais pas autant. Moi, enfin, en ce qui me concerne, j'ai quand même un certain nombre d'enfants, bébés, tu serais vraiment fou, tu serais prêt quand tu les vois à 40, etc. Tu dis, mais ce serait mieux, c'est pour moi qui suis malade, parce que je suis plus forte, je peux, etc. Enfin, c'est précis, mais c'est comme ça. Après, avec l'adolescence, etc., je sais pas si tu as des enfants adolescents. Ouais, bon. Après, c'est pas pareil. Tu feras beaucoup pour eux, mais c'est pas à ce niveau-là. Parce qu'ils sont moins vulnérables. Exactement. Bébé, ils sont vulnérables. C'est comme un petit poussin, il est totalement vulnérable. Tu ne le nourris pas 2 jours, c'est fini, hein. Il va pas aller manger lui-même. Exactement. Donc, tu vois, la vulnérabilité, c'est là, ça te touche, mais tu peux pas faire autrement. Tu es obligé, c'est automatique, automatique. Et là, idéalement, c'est de pouvoir l'appliquer à tous les êtres. Mais là, c'est encore le niveau au-dessus. Mais ne serait-ce que ça, de penser à ça, de se dire, OK, surtout, et empêcher que cette personne souffre de cette maladie ou de ce problème, etc., de prendre volontairement sa place, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, très bien, très bien. Donc là, c'est déjà un point très important, c'est de penser à ça, d'essayer de s'entraîner, de se dire, OK, on n'est pas, en tout cas, moi, je ne suis pas encore un bodhisattva. J'espère un jour, parce que j'imagine que ça doit être la plus belle expérience qui puisse être. La moindre attention donnée aux autres génère une félicité immense dans le continuum de cette personne. Donc, j'imagine, quand vous prenez vraiment la place de quelqu'un, quand vous prenez vraiment, vous prenez le truc le moins confortable ou la pomme la plus pourrie du panier, etc., vous êtes content. Non? Vous n'êtes pas là à vous dire, oh là là, j'ai encore pris la pomme la plus pourrie. Oh là là. tous le bois. Oui, qu'au moins ce soit reconnu. Oui, exactement. Exactement. Mais si vraiment vous le faites d'une sincérité totale et que vous êtes content, non? Ah non, non, surtout pas. Ah, surtout pas, sinon c'est du dharma mondain, c'est du drama, c'est pas du dharma. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Oui, Ça me fait penser quelque chose, en fait, quand tu es toujours en retrait, on peut toujours donner, 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 mais aussi il faut aussi recevoir, parce que sinon on ne laisse pas la place à l'autre.
Par exemple, tu viendrais chez moi, ça me ferait plaisir que tu manges tout parce que tu aimes bien. Alors que tu me dis, ah non, non, je ne veux pas parce que je vais laisser aux autres. À la limite, je serai à moitié vexée parce que je Ah, vais te donner. Donc, du coup, si tu fais des spätzle, c'est sûr que je mangerai tout. te mettre à la table de l'autre, tu veux te donner. Quoi, tu vois, Oui, exactement. mais ça m'arrive des fois que l'autre veut jeter. Ok, oui, j'accepte. Parce que ça fait Exactement, ça fait plaisir à l'autre et ça lui permet de développer des mérites aussi. plaisir. Exactement. Alors, le fait d'avoir la difficulté de se voir, ça ne cache pas que le don des données n'est pas honnête. Il n'est pas correct de ta part. C'est une forme d'égo. D'une certaine manière. Parce que tu ne veux pas que l'autre prenne, voilà, tu as les copyright, la photo vision, dans le fait de Aussi, donner, ouais, sur le podium. le temps fait, il est honnête. Oui, ou tu as peur d'être redevable, etc. Ça peut être ça aussi, parfois. Aussi, ouais. Mm. Oui, ouais. Oui. Oui, oui, ça dépend aussi, ouais, tout à fait. On n'a pas nécessairement l'habitude de recevoir. Exactement. Mm, mm. Oui, la vie est mal faite. C'est pas cette chose non plus. Très bien. Donc, si ça vous parle, si ça vous semble cohérent, si ça vous semble utile, si ça vous semble affectivement intelligent, émotionnellement intelligent, faites-le. Faites-le, développez ça autant que vous pouvez. C'est vraiment, vraiment l'une des clés pour être plus heureux, pour épanouir ce potentiel immense qu'on a tous au fond de notre cœur. Donc ça, c'est très, très, très utile, vraiment. Et ça permet aussi de relativiser. Donc on essaiera bien sûr plus demain, certainement, d'entrer dans les 8 strophes. Mais je trouve que c'est bien aussi, hein. Parfois, c'est improvisé, c'est un petit peu, on tourne autour d'autres thèmes, donc c'est bien aussi. Tant que ça vous est utile, tant que ça vous permet de faire bouger vraiment les choses. Et ensuite, on peut s'appuyer, bien sûr, sur le Lojong Tsigema demain. Mais ce qui compte, c'est en effet, d'avoir une attitude plus vaste, d'essayer de relativiser, d'essayer de se dire, OK, je peux utiliser le problème, les négativités, comme de la vase pour un magnifique lotus. Et donc, à ce moment-là, c'est très, très utile parce que ça nous aide à grandir. Ce n'est pas contre-productif, au contraire, ça nous aide à grandir. Donc, ce ne sont plus vraiment des problèmes. Ce sont des défis, des opportunités. Dans ce cas-là, c'est magnifique. Mais en effet, comme on l'a dit au début, c'est intellectuel. Là, je ne fais que le perroquet. Mais peut-être progressivement, à force de faire le perroquet, je finirai peut-être par ressentir quelque chose. Et donc, au début, on commence par ça. Ouais, exactement. Faire semblant. Fake it until you make it. Exactement. Et donc, demain, on parlera de Tonglen. Ça, c'est une pratique juste magnifique. C'est aussi une pierre philosophale. On essaiera de parler de ça. On essaiera de parler un petit peu de la vacuité, mais c'est juste pour faire le teaser, parce qu'on aura 2 week-ends là-dessus. Mais c'est juste pour dire qu'en effet, la tasse n'est ni pleine ni vide de son propre côté, ni à moitié pleine, ni à moitié vide de son propre côté. Ça dépend d'un sujet. Et donc, si ça dépend d'un sujet, ce n'est pas objectivement plein ou objectivement vide. Ça n'existe pas de son propre côté. Si un problème était un problème en soi, il ne deviendrait jamais un défi, jamais une opportunité. Mais si ça n'est pas un problème en soi, ça veut dire qu'on peut le transformer. Ouais, ça, c'est très, très utile aussi. OK, est-ce que vous aviez d'autres interrogations, des choses à partager par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? Ou pas? Est-ce que ça allait? C'était audible? OK. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, oui, demain, on essaiera de reparler des 8 strophes. On essaiera, pourquoi pas, de parler de cette pratique du flow de nectar. Pourquoi pas, ça peut être une bonne façon de faire aussi. On essaiera de parler de Tonglen et de ce texte qui s'appelle Kiduk Lamkier, prendre la souffrance et le bonheur sur la voie. On essaiera de parler de ce petit texte aussi, si ça vous dit. Très bien, merci beaucoup. Et donc, on peut essayer de faire des dédicaces. On essaie de faire une petite méditation de dédicace. Se dire que ce à quoi on a essayé de penser aujourd'hui, c'est censé être cohérent, c'est censé être en accord avec notre nature profonde, avec notre nature humaine, l'altruisme,
les qualités humaines. C'est avant tout de ça qu'il s'agit. Et c'est extrêmement méritoire, extrêmement vertueux. Donc, cette somme de mérite, on peut la dédier, bien sûr, à la longue vie et l'excellente santé de sa Sainte Dalai Lama, qui est comme un soleil dans ce monde, qui nous donne toutes ces instructions magnifiques pour être plus heureux et pour essayer de rendre les autres aussi plus heureux. Et au retour le plus rapide de Lama Zopa Rinpoche avec une excellente santé, d'excellentes conditions pour qu'il puisse à nouveau conseiller la FPMT et que tous les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible, les droits des animaux, les droits du vivant en général, les droits de la planète soient respectés le plus rapidement possible, que tous les conflits, toutes les guerres, toutes les catastrophes, etc., cessent le plus rapidement possible et que tous les êtres développent le vivre ensemble, l'harmonie, l'éducation éclairée des enfants pour développer le cognitif et l'affectif. Merci à tous, c'est pour le bien de tous les êtres. Et pour une bonne renaissance pour Anne-Lise, exactement, une bonne renaissance, une précieuse existence humaine, qu'elle trouve un enseignant qualifié, un maître mahayanniste pleinement qualifié, qui puisse l'aider à grandir pour le bien de tous les êtres. Merci à tous. À demain. À demain à 10h. On a fini un peu plus tôt que prévu, désolé. En quelques minutes. On aurait dû finir dans 3 minutes. Merci. À demain. À demain à 10h. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Ciao, ciao.